Nous parlons d'abord de la Côte d'Ivoire, la présidentielle qui se pointe à l'horizon. La candidature de Guillaume Soro est valide selon la Cour africaine des droits de l'homme. On ira prendre les nouvelles de la CEDEAO. Il faut plancher sur la question du troisième mandat et la régler pour de bon. C'est Alioune Tine qui le dit. Et puis la Gambie, Washington qui sanctionne la femme de l'ex-président Yahya Jammeh. Voilà le menu. C'est avec maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir maître. Bonsoir Samuel Niaoui. La Côte d'Ivoire, pour commencer, la Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision dans l'affaire Guillaume Soro contre l'État ivoirien. Guillaume Soro avait saisi cette Cour pour se prononcer sur l'invalidation de sa candidature à la présidentielle. Et bien selon la Cour, la Côte d'Ivoire devrait réinscrire l'ancien président du Parlement sur les listes électorales et le rendre éligible pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Maître Sosa, c'est ce qu'on peut appeler ici peut-être un coup de massue, un nouveau coup de massue pour la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, ça sonne comme un coup de massue, parce que la Côte d'Ivoire et son système judiciaire soient retoqués 2 fois de suite par une juridiction internationale et communautaire me paraît être un camouflet pour ce qui est mis en œuvre, c'est-à-dire à toute force installer un troisième mandat de M. Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. Sauf que la Côte d'Ivoire, entre-temps, s'est retirée du mécanisme de la Cour africaine des droits de l'homme. Bon, le gouvernement ivoirien continue de maintenir sa déclaration de compétence. Oui. Bon, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Bon, on assiste à un recul progressif. Pardonnez-moi de faire cette contre-analyse, parce que en fait, on a un recul des droits démocratiques en Côte d'Ivoire et en même temps on accentue ce recul en privant les Ivoiriens, en fin de compte, du bénéfice d'une justice plus neutre, de meilleure qualité. C'est-à-dire que quand on sait que le juge national est complètement inféodé et incapable de pouvoir se soustraire de la tutelle du pouvoir exécutif, parce qu'on parle de la séparation des pouvoirs, c'est ça le problème, nous sommes au cœur de ce problème-là. La séparation des pouvoirs, c'est qu'on n'a pas uniquement un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif, il y a également le pouvoir judiciaire. Il est probablement la clé de voûte de la paix, de la liberté dans les pays. Quand vous n'avez pas de justice qui fonctionne correctement dans un pays, toutes les autres institutions sont décrédibilisées parce que la justice est, à mon avis, l'institution qui joue les métronomes. Vous voyez, c'est ce qui permet aux faibles de pouvoir se dire je ne vais pas être écrasé par le plus fort parce qu'il y a des lois qui me protègent. Alors quand on édicte ces lois et qu'elles ne sont pas proprement appliquées par les juges, à ce moment-là, on est fragilisé, on est en danger. Et quand on a finalement le secours d'une forme de justice supranationale qui nous permet, quand la justice nationale a défailli, d'aller chercher le secours d'un juge qui est supposé beaucoup plus neutre, beaucoup plus impartial, et que c'est le gouvernement de mon propre pays qui me prive de ce droit en disant qu'il ne reconnaît plus sa compétence, alors qu'avant, il avait adhéré au protocole. Et puis maintenant, comme ça ne l'arrange plus, comme cette cour est susceptible de rendre des décisions contre lui, il dit je n'en veux plus. Vous voyez, la violation, elle est très grave, et c'est la raison pour laquelle je dis on progresse, mais on progresse dans l'obscurité, en fin de compte. C'est ça ce que je veux dire. J'avais beaucoup de mal à trouver mes mots parce que, bon, je suis très ému de constater que nous avons encore ce genre de phénomène dans notre Afrique occidentale. Mais les décisions des instances, on connaît la même chose quand il s'agit des décisions de la Cour de justice, de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'Union africaine et tout. Il n'y a pas de volet coercitif. Donc, les États, finalement, sont libres de faire ce qu'ils veulent. Non, ils ne devraient pas se comporter comme ça. Parce que vous savez, quand vous faites ça, en quelque sorte, vous finissez par rentrer dans une forme de délinquance. Parce que la délinquance, c'est quoi? C'est le non-respect des lois. C'est ça, la délinquance. Bon, alors, quand vous-même, vous édictez des textes, vous allez vous réunir pour créer des organes.
des instances supranationales, en disant que nous allons nous soumettre à l'autorité de ces instances. Et puis, quand ces instances vous condamnent, vous dites non, je ne reconnais plus, parce que je ne savais pas qu'on pouvait me condamner. Mais ils sont faits pour quoi? On dit des droits de l'homme et des peuples. Les peuples, c'est les peuples d'Afrique. Les hommes, c'est les hommes d'Afrique. Bon, et vous n'êtes pas État... supposez vous abstraire de la protection de ces droits-là. Ça vous regarde d'abord. Et quand vous êtes en déphasage avec le respect des principes minimaux au niveau des droits de l'homme, ils avaient ce recours. Maintenant, progressivement, à chaque fois que vous avez des décisions qui vous sont défavorables, vous décidez arbitrairement. Parce que vous en avez le droit et la force de ne plus y aller et de priver finalement vos propres citoyens. Mais on est dans quoi? C'est pour ça que je dis qu'on a un recul qui est de plus en plus affligeant de la démocratie et des droits qui vont avec. Mais j'ai vu un peu ce que je peux qualifier de jubilation de l'ancien président du Parlement, Guillaume Soro, qui salue la décision. C'est vrai, ça va dans son intérêt. Mais je voudrais dire, politiquement, il sait que c'est pas ça qui fera changer l'état de Côte d'Ivoire. Mais bien entendu, mais qu'est-ce que vous voulez? Il peut pas non plus se plaindre d'une décision qui lui est favorable et qui demande à ce que ses droits soient rétablis en Côte d'Ivoire. Parce que ça, c'est un succès véritable qu'il a obtenu en justice. Il a demandé à une autorité juridique et judiciaire de rétablir ses droits. Et cette autorité, ce juge supranational, dit oui, c'est vrai, vous devez rétablir ses droits. Maintenant, si celui à qui l'injonction est donnée refuse d'appliquer la loi à laquelle il avait accepté de se soumettre, au prétexte que ça ne l'arrange pas, mais c'est la honte de cet État, c'est la honte du pouvoir ivoirien de refuser d'appliquer la loi. D'accord? La loi internationale, le droit international tel que édicté dans le protocole qui a institué la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais on sait aussi qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict sur les candidatures. Et dans nos arsenaux judiciaires, c'est sans appel. Mais, non, attendez, dans nos arsenaux judiciaires, c'est sans appel. Mais en quoi vous pensez que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est sentie, elle, compétente pour examiner cela? On parle bien de violation de droits. Et je vous avais dit ici, à propos de ce même sujet, que ce n'est pas le juge constitutionnel. Il n'est pas saisi uniquement, ou en tout cas, il ne doit pas rendre sa décision uniquement à l'aune de la requête pour les élections. Il a le droit, parce que c'est la Constitution aussi, de dire que les décisions de justice qui ont été rendues et qui ont rendu les requérants inéligibles ou qui les ont disqualifiés ont été rendues dans des conditions qui ont violé la Constitution. Donc, pour avoir violé la Constitution, vous ne pouvez pas leur opposer, vous voyez, ces décisions qui sont iniques, sur la base de décisions rendues de façon inéquitable et inique, vous venez dire qu'ils sont inéligibles. Mais moi, j'écarte ces décisions parce qu'elles ne sont pas rendues conformément à la Constitution. Là, on aurait eu un juge constitutionnel qui aurait rendu une bonne décision. Et sa décision étant sans appel, ça voudra dire qu'on a rétabli ces gens-là dans leurs droits et qu'ils sont capables d'être élus ou d'élire. Voilà, ça aussi aurait été une justice de meilleure qualité. Mais bon, comme apparemment on nous la refuse, on va faire avec. Maintenant, si on revient carrément sur un plan plus politique, on comprend qu'une candidature de Guillaume Soro, qui plus est du nord de la Côte d'Ivoire, d'où est ressortissant le président, ça ne l'arrange pas. C'est bien de ce dont il s'agit. Donc, en fin de compte, tout ça, c'est pour pouvoir permettre à M. Alassane Ouattara d'être président encore pour 5 ans à venir. C'est tout, hein. C'est-à-dire que tout, même les condamnations préventives édictées contre Guillaume Soro et prononcées contre Guillaume Soro et Laurent Gbagbo, c'était juste pour se protéger de leur éventuelle candidature. Et celle de Guillaume Soro aurait fait beaucoup plus mal encore parce que il appartient à la génération à laquelle il a promis de passer le relais, et 2, il est ressortissant du Nord,
Et il a plus de pouvoir au nord, parce qu'il faut bien dire une chose. Sans Guillaume Soro, Alassane Ouattara n'aurait jamais pu devenir président. C'est lui qui a chauffé le plat et la place pour lui permettre de venir s'asseoir. Donc, le faiseur de roi veut devenir roi. Ça peut lui faire très mal, et c'est la raison pour laquelle il a trouvé tous les artifices possibles pour lui barrer la route. Appelons-le par tous les noms qu'on veut. C'est une manigance pour lui permettre de s'assurer de gagner ces élections tout seul. Mais dans le fond, quand on regarde aussi la décision du Conseil constitutionnel pour écarter la candidature de Guillaume Soro, il y a eu deux arguments. Le premier, c'est la condamnation par contumace. Et le second, c'est un défaut de signature. Il n'a pas signé lui-même sa déclaration de candidature. Écoutez, dans tous les cas... c'est sympa, vous me contraignez à l'exil en prononçant contre moi des décisions absolument iniques, illégales, et dans des conditions illégitimes, et maintenant vous me reprochez de ne pas être là pour signer. Alors, voyons, elle est belle cette affaire-là. Non. Ça craint ? C'est vous qui le dites, et je suis d'accord avec vous. Ça craint, oui, ça craint. Deuxième sujet, nous parlons maintenant de la CEDEAO. Il faut plancher sur la question du troisième mandat et la régler pour de bon. C'est Alioune Tine qui le dit. On en faisait, Maître Sosa, un débat ici l'autre fois. La question du troisième mandat, ça revient dans les hautes instances de la CEDEAO. Le malaise, il est palpable aujourd'hui. L'autre semaine, on parlait de ce discours de Mamadou Bouhari qui demandait à ses homologues de résister à la tentation du troisième mandat. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que 2020, c'est une année charnière pour commencer par sonner le glas de cette tentative de révision, de modification constitutionnelle en vue de briguer un nouveau mandat? Acceptons-en l'augure. Et souhaitons que ce soit vrai, parce que, vous voyez, cette maladie du troisième mandat, elle s'est emparée de beaucoup de pouvoirs africains, notamment en Afrique de l'Ouest. Comme le Covid est arrivé, dire que tout le monde l'a attrapé à peu près. Tout le monde, à peu près. Pour l'instant, il n'y a que le Bénin, le Burkina Faso, qui ont été épargnés. Non, Compaoré est parti parce qu'ils étaient en train de préparer le coup pour lui permettre de le faire aussi. Donc, vous voyez, tout le monde l'a vu finalement. La Côte d'Ivoire. Il paraît que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est un cas contact suspect, un cas suspect en tout cas. Vous voyez, exactement. Vous voyez, et pourtant, le verrou était là, Abdoulaye l'a fait sauter. Oui. Vous voyez, donc tout le monde l'a attrapé. Vous voyez, donc aujourd'hui, il est temps que. C'est vrai, mais maintenant, le problème, c'est qui va à la CEDEAO parler du troisième mandat, puisque tous ont été contaminés. Tous. Vous voyez, c'est la maladie du pouvoir. Donc, dès qu'on arrive, après le deuxième mandat, on considère que c'est pas assez, on n'a pas construit assez de ponts, il reste des hôpitaux à faire, il faut nous laisser le temps de le faire, donc on fait tout, on tripatouille pour avoir un troisième mandat. C'est la mode, vous voyez. Je me rappelle un peu ce que disait de son temps John Jerry Rawlings. Nous allons doter le Ghana d'une constitution telle que, même s'il arrivait que le diable devenait président, il ne pourrait pas la modifier. Et j'ai envie de vous demander comment on sécurise finalement les constitutions dans nos États pour qu'elles ne soient pas l'objet chaque 10 ans, chaque 15 ans de tripatouillage. Écoutez, comment on sécurise en ayant des hommes de bonne foi pour les appliquer, tout simplement. C'est-à-dire que, nous avons beaucoup de lois qui sont édictées et qui ne sont pas appliquées correctement. Il y en a pléthore. Vous voyez, même, pour prendre l'exemple du Togo, même notre constitution, elle est bien écrite, mais elle n'est pas appliquée correctement. Prenez par exemple, je cite toujours cet exemple-là, dans notre constitution, on devrait avoir un Sénat. Bien sûr. Depuis 25 ans, on n'a pas pu trouver les moyens de doter le pays d'un Sénat qui est constitutionnellement inscrit. Et le pouvoir législatif, logiquement, appartient à la délibération des deux chambres. Donc ça veut dire que depuis 25 ans que nous avons une nouvelle constitution, modifiée retoilettée, on va dire, on est toujours dans l'inconstitutionnalité de fait. Parce que les lois sont édictées d'une façon insuffisante quand on les lit à l'aune de notre Constitution. Mais on vit avec, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je vous dis, à chaque fois, tout dépend de la volonté des gens qui appliquent ces lois. Ça veut dire finalement, c'est une question plutôt personnelle, c'est pas la faute aux constitutions.
Mais c'est non. pas elles qui sont trop... Ah non, pas du tout. J'allais dire... Écoutez, prenez la Constitution américaine. Écoutez, c'est l'une des plus vieilles constitutions du monde. Mais elle a bougé énormément par le biais d'amendements. Mais ceux qui font les amendements font tout pour respecter l'esprit de la Constitution. La seule fois, et le seul président américain qui a eu un troisième mandat, c'est Franklin Delano Roosevelt. Mais à cause de circonstances exceptionnelles. Et depuis, c'était la guerre notamment, et depuis plus personne n'a eu un troisième mandat. Il est l'unique exemple en 2 siècles. Donc vous voyez que quelque part, quand on se met d'accord et qu'on décide de respecter la règle, il y en a qui savent la respecter. C'est parce qu'on ne sait pas respecter les règles. On a pris cette habitude de toujours traficoter, quoi. Hein. C'est en fait une question de civisme. Le civisme individuel vous conduit à accepter le civisme collectif. Mais ça doit partir par le civisme individuel. Alors maintenant, pourquoi est-ce que dans l'espace francophone, on a l'impression que cette discipline mentale a du mal à s'installer dans l'esprit des gens? Parce que, bon, c'est pas une maladie africaine, la preuve. Partout ailleurs, on sait la respecter. Madame Johnson Sirleaf est partie au bout de 2 mandats. On a modifié la Constitution au Libéria. On a même réduit la durée du mandat. Et elle a fait 2 mandats. Et elle est partie. Il n'y a eu aucune tentation. Et pourtant, elle avait, d'après les pronostics, de fortes chances d'être réélue si elle pouvait encore compétir. Mais ça a donné lieu à l'élection de M. George Weah. Vous voyez, on sait respecter ça, mais je vais finir par croire que c'est l'esprit francophone qui parfois est maladif ou défaillant, mais bon... C'est pas aussi un problème de casting, de ceux qu'on place finalement à la tête de nos États. J'ai en ligne de mire un Alpha Condé, grand défenseur des grands principes démocratiques dans l'opposition. Qui l'aurait cru à l'époque qu'il ferait ça? Je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis sidéré, je suis pris de catatonie quand j'entends M. Alpha Condé dire que lui va briguer un 3e mandat au prix de contorsions complètement indéfendables faites à la Constitution et même au prix de 50 morts. Dans son pays, des gens se sont battus pour éviter qu'on modifie la Constitution guinéenne pour lui permettre d'avoir un 3e mandat. Il y a eu 50 morts. Mais bon, non, c'est pas... Vous voyez, c'est le problème. Hein. C'est-à-dire que Alioune Tine, dans ce qu'il dit, c'est que, en fait, vous voyez, on dit coup d'État, mais c'est une forme de coup d'État, finalement. Hein. Elle c'est pas fait par les armes, mais c'est un véritable coup d'État. Coup d'État constitutionnel. Elle est faite par la manipulation des lois, c'est tout. Le coup d'État salutaire, je l'ai dit déjà, de Salou Dibo contre le 3e mandat de Tandia Mamadou n'a fait aucun mort, 0 mort. Le coup d'État du Mali, là, récemment, de la nouvelle junte, là, il a fait 4 morts, dit-on. Mais celui de Alassane Ouattara, là, pour le 3e mandat, là, on est à combien déjà? On a dépassé 10 morts. 10 morts. Bon. Celui de Alpha Condé, on a dépassé 50 morts. Alors finalement, ils font pas plus de morts que les coups d'État? Écoutez, ça me défrise de me retrouver à défendre le fait qu'on puisse prendre les armes pour conquérir le pouvoir. Ça me défrise. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de vivre et ce qui se passe devant nous, on ne peut plus donner tort à des militaires qui sortent de caserne pour aller finalement signifier la demande populaire au chef de l'État qui ne veut pas l'entendre. En fait, c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne se réveille plus en disant bon, voilà, on s'est consulté, on pense qu'on devrait prendre le pouvoir contre le président. Non, c'est toujours à la suite de revendications populaires fortes qu'on n'a pas pu maîtriser. Et c'est parce qu'ils sont fatigués de mater les gens qu'ils font le coup. C'est ce qui est arrivé à Ben Ali. Souvenez-vous, en 2014. C'est ce qui est arrivé à Ben Ali, c'était pas autre chose. Personne ne voulait spécialement lui faire du mal. Mais comme il y avait une crise sociale, et comme on leur disait à eux, allez tabasser les gens, et qu'ils se disent, mais non, ils ont raison de protester, à force, nous refusons maintenant de les taper, et nous venons vous dire qu'ils ont raison de vous réclamer ce qu'ils réclament. C'est-à-dire votre départ. Ibeka, qu'est-ce qu'on lui demandait? Dégage.
Ça a été ça tout le temps. Il a fait des concessions énormes qu'il faut saluer. Et pourtant, comme elles étaient insuffisantes, on disait dégage, dégage. À la fin, il a fini par dégager avec l'acclamation de la population aux militaires. Donc, il faut qu'on réfléchisse quand même à la chose. C'est toujours, et il ne faut pas avoir peur de le dire, le comportement déviant des civils qui convoquent les militaires. Ce sont eux qui font le lit du coup d'État. Il faut maintenant qu'ils viennent se plaindre quand ils ont tout fait pour que ça arrive. Mais quand on considère les propos d'Ali Ountin, la question de troisième mandat, il faut la régler et la régler pour de bon. C'est comme s'il y a un remède quelque part qu'on peut inoculer, je ne sais pas moi, pour régler définitivement cette question. Mais si on mettait cette question sur la table, quel chef d'État pensez-vous est le plus légitime pour se faire l'avocat en dehors de Nana Akufo-Addo ou de Buhari ou éventuellement des présidents Weah et le président de la Sierra Leone. En dehors de cela, en Afrique francophone aujourd'hui, lequel, pensez-vous, est capable de porter cette cause et de la défendre? C'est toute la question. Ah oui, c'est la raison pour laquelle, bon, mais c'est vrai, je comprends et j'appuie la demande d'Ali Ountin. Elle est tout à fait légitime, mais devant qui on va porter la question? On va porter, c'est comme demander aux voleurs de juger les membres de son clan. Ils ont fait ensemble le coup et on leur demande de s'auto-juger entre eux. Mais non, ils ne peuvent pas. Peut-être le Bénin, qui a également fait une réforme constitutionnelle il y a quelques mois, a peut-être trouvé la meilleure formule. Dans tous les cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. Oui, vous trouverez des gens qui vont vous dire il y a besoin de reformuler la Constitution, on va enlever dans sa vie pour qu'on puisse dire plus de 2 mandats dans une république. Et donc on va créer autant de républiques qu'on a besoin de faire 2 mandats, en fin de compte. C'est hallucinant. La question reste posée. Troisième sujet, la Gambie. Washington sanctionne la femme de l'ex-président Yahya Jammeh. Ses avoirs ont été bloqués aux États-Unis. L'administration américaine accuse la femme de l'ancien président qui vit aujourd'hui en exil avec son mari en Guinée équatoriale de détenir des avoirs pour financer donc le train de vie de l'ancien président. Donc ces avoirs ont été bloqués au niveau des États-Unis. Quelle appréciation vous faites, Maître Sosa, de cette attitude de l'administration américaine? Elle est tout à fait saine, elle est compréhensible. Bon, nous sommes en présence de gens qui ont des revenus extravagants par rapport à ce que leur travail honnête aurait pu leur permettre d'avoir. Le fait d'avoir été femme de chef d'État n'est pas supposé mettre à votre disposition, a priori, des revenus finalement hors de toute proportion par rapport à quelqu'un qui va qu'habituellement et qui gagne de l'argent en faisant un travail honnête. Bon, le problème que nous avons dans notre Gondwana, c'est que le pouvoir est devenu le seul moyen de s'enrichir vite. Donc, voilà, Madame Jammeh, elle est tombée dans la nasse de l'administration américaine qui lui demande de justifier comment elle fait pour avoir ses revenus, comment elle fait pour pouvoir faire des transferts de ces montants-là vers l'extérieur. Et comme elle est incapable de les justifier, on dit la source est probablement illégale, donc c'est un recel d'un crime ou d'un délit, un crime économique ou d'un délit économique. Et c'est la raison pour laquelle eux, ils ont des lois qui sont très fermes pour ça, et ils les appliquent. Bon, on peut s'en féliciter. Mais en même temps, Yahya Jammeh aujourd'hui, il est complètement inoffensif. Pourquoi on ne lui fiche simplement pas la paix? Vous pensez qu'il est totalement inoffensif? Bon, il est en exil, Guinée équatoriale. Dis donc, depuis l'exil, on peut mobiliser beaucoup de choses. Hein. Ah non, écoutez, à ça, par contre, permettez que je disconvienne avec vous, totalement. Depuis l'exil, on peut manipuler beaucoup de gens sur le terrain. Depuis l'exil, si on a les moyens, on peut créer des torts considérables à ceux qui sont là. Donc non, l'exil n'est pas du tout synonyme de ranger des affaires. Hein. On ne sait pas quelles sont ses velléités. S'il a envie de revenir au pouvoir,
soit par lui-même, soit par des substituts. Donc on peut raisonnablement penser que s'il a des moyens considérables donnés par, disons, le siphonnage habituel des deniers publics, il peut être encore dangereux. Mais finalement, vous pensez que le nouveau pouvoir gambien, celui d'Adama Barrow, est complètement étranger à cette procédure américaine contre... Non, le pouvoir gambien avait demandé le rapatriement de certains fonds. On est tout à fait dans une cohérence totale. Et ils ont fait même saisir et rapatrier des véhicules qui appartenaient à Yahya Jammeh. Donc ils peuvent encore faire mieux. Non, ils sont à la poursuite de l'argent volé à l'État. Et c'est tout à fait légitime de leur part. Je pense que, oui, qu'ils soient pour quelque chose dans la décision prise par les autorités américaines, c'est de bonne loi et on ne peut que les approuver. Maître Sosa, merci. Voilà la pause, le journal Regard croisé.